Alors, hop. Donc, où est-ce qu'elle est? Elle est. Tac, tac, tac. Euh, tout, 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 tout. Alors, hop, un instant, j'arrive. Ok. Donc, là, voilà. Ok, parfait. Elle dure 45 secondes, donc ça va être ultra rapide. Donc, si vous avez déjà un stylo, là, ça va démarrer, hein, donc vous pouvez déjà prendre des notes. Déjà. Tac, tac, tac. Pourquoi est-ce que je ne la retrouve pas? Tac, tac, tac. Bon, je vais tout partager, c'est pas grave. Hop, est-ce que là vous êtes bien sur la vidéo du coup? Tac, est-ce que j'ai encore le chat? Est-ce que vous êtes bien sur la vidéo? Ok, parfait. Alors, j'ai plus ma fenêtre Zoom. Donc, je vais vous partager le son également. Hop, donc là vous êtes bien sur la vidéo? Ok, parfait. Donc, on est parti. Donc voilà, là c'était pour le petit spot de présentation du Master Back. Voilà, donc on en reparlera un petit peu à la fin. Hop, 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 hop. Bon voilà, j'espère que vous avez aimé. Donc le Master Back, c'est notre programme de révision intensive, hein, donc on va en reparler juste à la fin. Donc on va à présent plonger dans la présentation. Hop, c'est parti. Donc est-ce que vous y êtes tous? Tac, on est revenu à la présentation là. Hop, est-ce que vous voyez bien tous la présentation? Ok, parfait, je pense que vous y êtes tous. Pour l'instant, j'ai que le retour de Lola, je vais être sûr que vous êtes tous, au moins deux trois personnes. Ok, parfait. Donc, en introduction, donc ce webinaire-ci, c'est un webinaire introductif d'une série de plusieurs webinaires qu'on va faire dans l'objectif de vous aider à vous préparer au mieux au bac. Donc celui-ci, ça va vraiment être un portrait général sur la terminale. Donc comme je l'ai annoncé, on va regarder les SP, les COEF, les dates, les nouveautés, les chapitres qu'il y a au programme de façon non exhaustive, mais du coup, je vais lister quelques chapitres en fonction des nouveautés surtout, qu'il y a eu des chapitres qu'il n'y avait pas avant. Et plus important, je vous donnerai des conseils pour aborder au mieux votre préparation. D'accord? Donc, en plus de ce webinaire, il y aura plusieurs autres webinaires. Donc, il y aura un webinaire méthode où on développera du coup certains points de méthode que je vais donner, parce que là, je vais donner quelques conseils, quelques astuces de méthodologie, comment je travaille en maths, comment je travaille en physique, mais il y aura un webinaire dédié où ce sera spécifiquement sur ces méthodes de travail. Donc, on va vraiment développer, on va faire des exemples, des cas pratiques, et je vous donnerai notamment un exemple de méthode que vous pourrez appliquer avec un plan de travail en fonction des matières. Il y aura également un webinaire spécifique sur l'aspect maths. Donc vous aurez un webinaire où là, ce sera vraiment orienté sur l'aspect maths. Donc on verra notamment quelques annales, les ressemblances, comment aborder un sujet de spé maths. Donc ici, je vais donner quelques conseils évidemment sur l'aspect maths, mais ce ne sera pas tout à fait exhaustif. Donc pareil pour la physique-chimie, on aura un webinaire détaillé où on va traiter que de cet aspect-là. Donc voilà, pour ceux qui ont ces spé, vous penserez vraiment à vous inscrire sur ces webinaires spécifiques. Ensuite, on aura un ou deux webinaires de révision. Voilà, en fonction, je vous annoncerai le programme de révision, hein. Il y aura peut-être 1 heure maths, 1 heure physique, chimie. On verra, ou on prendra peut-être un webinaire pour réviser. Ensuite, il y aura un webinaire sur le grand oral. Donc ça, ce sera après le bac, donc après les épreuves de spé, on fera un webinaire où on sera connecté sur Zoom
pour parler du grand oral. Donc vous pourrez notamment me présenter vos sujets, vos difficultés, etc. Et moi, je vous ferai une trame un peu, on va dire, pour vous aider dans cette dernière phase à vraiment maximiser votre préparation. D'accord? On aura aussi un programme de préparation du grand oral, mais ça j'en parlerai un petit peu plus tard parce qu'on n'a pas encore finalisé. Et ensuite, on fera un webinaire sur les études supérieures, parce que du coup, je pense que c'est hyper important, où je vous présenterai notamment moi mon parcours. Alors moi, je suis ingénieur, mais je pourrais vous expliquer un peu comment j'ai vécu les études supérieures, comment ça se passe, etc. Et comment mes élèves, du coup, vu que j'ai des élèves un peu partout, on va dire, que ce soit en médecine, en littérature, etc., comment est-ce que eux, ils vivent les études supérieures, et vous pourrez poser les questions que vous n'avez jamais eu l'occasion de poser. Et donc ça, ce sera sur ce webinaire spécifique. Ensuite, tac. Donc, voilà. Donc, l'objectif de ces webinaires combinés, voilà, c'est d'optimiser votre préparation, spécifiquement pour le bac 2024, et de vous donner vraiment une approche pratique, des conseils pratiques que vous allez pouvoir appliquer dès aujourd'hui, en fait, pour vous préparer. Ok, donc moi, qui est-ce que je suis? Bon, là, je vais passer vite, hein. Donc, moi, je suis ingénieur de formation. Dans la vraie vie, je suis consultant informatique et je suis prof particulier depuis 6 ans, donc plutôt en maths, physique, informatique, grand oral et tout ce qui est oral, en fait, préparation de concours. En terminale spécifiquement, d'accord, je prends souvent des élèves de terminale. Plus rarement, je prends quelques élèves de première et de subspé. Du coup, plutôt pour de la physique et de l'informatique. Ok, donc petit point sur l'examen. Donc cette année, en juin-juillet, vous aurez grosso modo 4 épreuves à passer. D'accord? Donc vous aurez 2 spé, vous aurez le grand oral et vous aurez une épreuve de philo. Donc là, j'ai fait un peu un portrait générique, on va dire. Donc les 2 épreuves de spé, les coefficients, c'est à peu près 20% de votre moyenne finale au bac, en fait une spé, ça équivaut à peu près à ça. L'épreuve de philo, c'est environ 5% de votre moyenne générale, donc ça je parle bien de toute l'année. Et le grand oral, c'est à peu près 10-11% de votre moyenne générale du bac. Donc là, je parle spécifiquement pour ceux qui passent le bac français. Ok? Et donc au total, les épreuves que vous allez passer en incluant le bac de français, ça fait à la louche 60% de votre moyenne finale. D'accord? Donc ces épreuves terminales que vous allez passer. Donc c'est quand même un coefficient non négligeable. Ok? Et c'est surtout quelque chose que les écoles vont regarder. D'accord? Donc c'est vraiment un critère hyper déterminant. Donc il faut vraiment bien se préparer. Surtout que pour les études sup, en fait, les éléments que vous allez avoir là sont vraiment indispensables, quel que soit l'aspect que vous avez à faire. Ok? Donc là, j'ai juste marqué le cas spécifique de la physique, chimie et SVT. Je vous rappelle que vous avez un écrit et un oral. D'accord, pour ces 2 spé-là. Donc voilà, c'est 16 points l'écrit et l'oral, c'est 4 points. Donc lorsque vous préparez, juste après le bac du coup de spé, l'écrit, faudra tout de suite aller préparer l'oral. Donc enfin, moi, ce que je vous conseille, c'est de préparer en amont le TP. D'accord, donc faut vraiment travailler les deux. Et j'ai souvent vu des élèves qui n'ont pas bien anticipé les TP en fait, et le problème c'est que parfois il y a un peu de code, il y a un peu de programmation, il y a un peu de manipulation de verri, notamment en physique chimie. Donc évidemment, si on n'a pas révisé, on arrive un peu et puis on a quand même 4 points à prendre, donc c'est non négligeable. Donc voilà pour le tour général. Ensuite, donc on va parler là plus spécifiquement de l'aspect maths. Ok? Donc cette année, vous avez tous vu passer donc le fameux sujet 0 en maths, donc pour ceux qui passent le bac français, et donc vous avez tous les chapitres au programme. Donc on se dit enfin, pour une fois, il y aura tous les chapitres. Donc vous avez les fonctions, vous avez les intégrales, les équations différentielles, la géométrie dans l'espace, vous avez des probabilités avec des variables aléatoires, avec tout ce qui est à l'intérieur, hein, donc notamment la célèbre inégalité des bien-aimés de Chebyshev, hein, on a fait suer plus d'un dans le sujet 0. Vous avez les suites, vous avez la continuité, vraiment avec tout ce qui va être point d'inflexion, etc. Donc, le sujet de maths, pour ceux qui passent le bac français, d'accord, mais c'est assez similaire pour ceux qui vont passer des bacs à l'étranger, en fait. Donc, vous avez 4 heures, d'accord. Vous avez 4 heures pour ce sujet-là. Vous avez 4 exercices. Alors, vous pouvez avoir
Normalement, c'est pas forcément que 4 exercices, hein, peut être 4 ou 5 exercices, mais en général, bon, c'est plutôt 4 exercices, 5 points, 5 points, 5 points, ou vous avez peut-être un exercice de 6 points, un exercice de 4 points. Mais à la louche, c'est environ 1 heure que vous devez passer sur chaque exercice. Donc ça, c'est hyper important. Comme ça, lorsque vous vous entraînez, en fait, sur un sujet type bac, vous devez vous chronométrer, et ben, vous devez passer environ 1 heure pour traiter un exercice. D'accord? Et cette année, malheureusement ou heureusement, on va dire, pour les études supérieures, moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose, l'épreuve sera plus difficile, d'accord, pour ceux qui passent le bac français. Pour ceux qui passent des bacs étrangers, pour vous l'épreuve est déjà difficile en soi, d'accord. Donc pour ceux qui passent le bac français, le niveau des épreuves va être rehaussé, donc il va falloir se préparer beaucoup mieux, ok. Donc je vous recommanderais notamment, donc on verra dans la suite, hein, mais de travailler plutôt sur d'anciens sujets du bac pour avoir vraiment des exercices un peu du même style que le fameux sujet zéro. Ok, donc là, faut vraiment être bien préparé. Mais c'est tout bénef pour vous en fait, parce que ce que vous allez faire maintenant avec ce niveau de difficulté, ça se rapproche un peu plus du niveau attendu en fait en début d'études supérieures. Parce que pour les bacs des années précédentes, moi j'avais des élèves qui avaient que la moitié du programme et encore les épreuves terminales n'étaient, voilà, c'était vraiment un niveau, on va dire, qui était moyenné en fait. Hein. On s'assurait que le bac soit le plus simple possible. Donc c'est bien parce que vous avez votre bac, mais une fois que vous arrivez dans les études sup, en fait, j'ai des élèves qui sont complètement perdus alors qu'ils étaient excellents en terminale. Donc forcément, faut pas penser court terme, il faut vraiment penser long terme, parce que derrière, sinon vous allez avoir de grosses difficultés en première année. Moi notamment, je sais que j'ai mon frère qui est en économie à la Sorbonne, et quand je vois le niveau en mathématiques des élèves de sa fac, en fait, je suis juste choqué. Dites-vous que les exercices qu'ils ont, c'est quoi? C'est des fonctions qu'ils ont, hein, calculer des dérivés, écrire des ensembles. Mais en fait, si vous voyez la moyenne générale qu'ils ont en maths, c'est hyper compliqué. Hein. Je vais pas dire, je vais pas spoiler la fac et les élèves, les pauvres déjà, ils font de leur mieux. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, c'est des notions qui sont pourtant élémentaires sur le programme de terminale en fait. Mais comme en fait, on pousse pas jusqu'au bout, on est vraiment stéréotypé aussi dans les sujets, forcément, on a des élèves qui ont un niveau un peu plus faible et qui au final vont se réorienter en fait en première année juste parce qu'ils n'ont pas peut-être réussi les maths et du coup les maths de l'économie ils n'ont pas forcément réussi, d'accord. Donc moi je trouve que c'est une bonne nouvelle que le bac soit plus difficile cette année. Vous allez le voir un peu plus tard avec un peu plus de recul, mais ça va être génial pour vous. Ok, donc ensuite maintenant on va regarder une stratégie que moi je vous recommande de mettre en place pour vraiment se préparer au mieux sur l'aspect maths. Donc déjà, il faut noter la particularité des mathématiques, c'est que c'est une matière dans laquelle les chapitres vont vraiment s'empiler les uns sur les autres. Ce que je veux dire par s'empiler les uns sur les autres, c'est que si vous commencez à travailler, je donne un exemple, hein, sur les intégrales, et que vous ne connaissez pas les fonctions, vous ne savez pas calculer les primitives, et même juste vraiment pour abuser, typiquement vous ne connaissez pas vos tables de multiplication, et vous êtes sûr que vous êtes cuit. Hein, c'est pas possible de vous en sortir en maths. Il faut vraiment avoir les bases, ce qu'il y a au milieu et ce qui est plus pointu. Ok, ça c'est la particularité qui fait que les élèves vont souvent galérer en fait à progresser en mathématiques parce qu'en fait ils se disent il suffit que je travaille beaucoup, que je travaille les exercices qu'on me donne et ensuite je vais progresser. Mais en fait ça ne fonctionne pas. En mathématiques, il faut vraiment être méthodique, c'est-à-dire que je dois commencer par les bases. Vous allez voir qu'en physique-chimie, c'est un petit peu plus différent. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir les bases en physique-chimie, mais typiquement en physique-chimie, vous allez avoir un chapitre comme la cinétique, par exemple, ou l'électricité ou l'optique. Vous voyez que c'est 3 chapitres qui sont complètement décorrélés. Vous pouvez faire de l'optique, hein, même je peux prendre un élève, juste, hein, je caricature un peu, je prends un élève qui est en seconde, je lui donne votre cours d'optique, je le fais travailler à fond dessus, je lui donne un sujet type bac, et en fait, s'il a fait que ça, il sera capable de traiter cet exercice, en fait, alors qu'il n'a peut-être aucune notion d'électricité. Pourquoi? Parce qu'on va apprendre à construire des rayons, etc. On va faire quelques calculs, on va apprendre un jargon ultra spécifique, en fait. Donc forcément, vous prenez un sujet en physique-chimie, vous vous mettez dessus à fond, vous bossez à fond, vous allez remarquer une progression qui est plus rapide
Là où, en fait, si vous faites la même chose en maths, vous essayez de faire ça sur les suites, bah, vous allez arriver au bac, vous allez avoir suite avec intégrale, vous êtes perdu, suite avec proba, et là, vous êtes complètement perdu, d'accord? Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Donc, ce que moi je vous conseille comme méthodologie de révision, c'est vraiment de réviser du général au particulier en mathématiques. Vous commencez par les notions générales, c'est-à-dire les notions transversales, puis vous affinez aux notions les plus spécifiques. D'accord? Donc là, je vous ai donné un exemple. Le général, c'est quoi? Donc c'est les bases, c'est ce qu'on a dit. C'est par exemple savoir déterminer un domaine de définition d'une fonction. D'accord? Savoir calculer une dérivée, savoir faire des études de signes, savoir tracer un tableau de variation. Ça, c'est vraiment des notions élémentaires que vous devez avoir et qui sont susceptibles en fait de vous être demandées dans n'importe quel sujet. C'est-à-dire que vous faites un sujet de probabilité, et ben, je peux vous introduire une fonction. Je peux vous demander de faire une étude de signes pour déterminer, je ne sais pas moi, que ma probabilité reste dans un certain intervalle. Vous êtes en train de faire un exercice de géométrie, et ben, je peux vous exprimer l'aire d'une surface comme étant une fonction. D'accord? Et je peux peut-être vous demander de faire une étude de cette fonction-là, de cette expression-là. Ok? Donc ça, c'est vraiment le minimum. Là, c'est que quelques exemples, mais il faut vraiment identifier sur chaque chapitre quelles sont les bases. Typiquement, en géométrie, vous ne pouvez pas faire de la géométrie si, vous ne savez pas déterminer ou lire des coordonnées. Ça, c'est la base. Si vous ne savez pas calculer les coordonnées d'un vecteur, si vous n'êtes pas à l'aise avec le produit scalaire, si vous ne savez pas faire des calculs d'aire simples, du style, est-ce que vous connaissez l'aire d'un triangle? Est-ce que vous savez comment calculer le volume d'une pyramide? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un quadrilatère? Là, vraiment, c'est des notions de base. Mais si vous ne les connaissez pas, quand vous allez arriver dans un sujet, pour ceux qui ont l'habitude de voir un peu les sujets type bac, je vais vous demander de calculer l'aire d'un triangle. Combien de fois j'ai été en live avec je ne sais pas combien de personnes, j'ai demandé c'est quoi l'aire d'un triangle? Donc là, on parle bien d'élèves de terminale, et j'ai personne qui est capable de me répondre correctement et rapidement. Donc j'ai deux personnes qui vont réfléchir pendant 30-35 secondes pour donner une réponse qui se rapproche de la réponse correcte. D'accord? Donc ça, c'est vraiment des choses qui vont tuer votre progression en fait en maths. Ça, c'est des choses qu'il faut vraiment maîtriser sur le bout des doigts. Ok? Donc là, j'ai donné l'exemple de la géométrie, mais vous faites pareil. Par exemple, vous travaillez avec des variables aléatoires, ou vous prenez l'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev, et vous ne pouvez pas comprendre ça si vous n'avez pas compris ce que c'est qu'une probabilité, ce que c'est qu'une probabilité conditionnelle, ce que c'est qu'une expérience de Bernoulli. Si ça, vous ne savez pas, comment est-ce que vous allez comprendre quand je vais vous parler de somme de variables aléatoires et de moyenne de variables aléatoires? Forcément, vous n'allez rien comprendre si vous n'avez pas ces notions élémentaires. D'accord? Donc c'est pourquoi il faut vraiment travailler du général au particulier. D'accord? Ça, c'est en mathématiques spécifiquement. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez faire ça de façon pratique? Moi, je vous recommande déjà de faire une auto-évaluation dans un premier temps. Vous faites une auto-évaluation et vous vous classez soit à gauche ici, soit à droite. Donc à ce moment-là, il faut vraiment être honnête avec vous-même. Soit vous vous dites, ok, moi j'ai vraiment de grosses difficultés, je galère, j'ai pas les bases, et du coup je m'en sors pas. Sur les DS, vraiment je comprends pas, j'arrive pas à appliquer mon cours, j'ai vraiment du mal. Donc là, vous êtes à gauche. Et quand c'est comme ça, moi, je vous recommande vraiment de prendre le temps de faire ces 3 étapes. 1, vous allez dans votre cours et vous vous assurez de maîtriser votre cours. Quand je dis maîtriser votre cours, ça veut dire que les éléments élémentaires du cours, vous devez vous assurer que vous les maîtrisez en fait. Et quand je dis que vous devez vous assurer que vous les maîtrisez, c'est-à-dire que vous devez vraiment être dans l'attitude d'un enfant qui est en train d'apprendre quelque chose qu'il ne connaît pas. Vous vous mettez là, vous prenez le cours, et votre objectif, c'est de connaître votre cours sur le bout des doigts, de comprendre le moindre élément sur votre cours. Moi, quand je lis un nouveau cours que je ne comprends pas, j'apprends une nouvelle matière, quand je lis, tant qu'il y a un point que je n'ai pas compris, je ne peux pas passer. Je ne peux pas passer parce que je me dis, si je passe, en fait, j'ai un petit point que je n'ai pas compris. Ça veut dire qu'à tout moment, en fait, on va me sortir un sujet qu'avec ce petit point. Je suis littéralement terrorisé, on va dire, quand il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Donc, je suis obligé de comprendre le moindre petit point du cours. Et une astuce que je peux vous donner, c'est expliquez-vous à vous-même, en fait,
votre cours. Moi, c'est ce que je fais tout le temps, d'accord? Moi, quand j'étais en école d'ingénieur, je prenais mon cours, typiquement quand j'avais des cours d'économie, et bah, en fait, donc j'allais au cours, et puis moi, je prenais toujours, voilà, je prenais mes notes, et quand je commençais à travailler mon cours, ce que je faisais, c'est que je prenais chaque notion, et puis je la réécrivais à côté, je la réexpliquais à côté. Donc une fois que j'ai appris mon cours, eh ben, je prends une feuille vierge, et ben, je fais comme si je suis prof, et en fait que je suis en train de me faire cours. Donc je dis, ok, le grand 1 c'est ça, donc là, dans cette notion, on traite tel point ou tel point, et dès que je bloque, je me dis, ok, si je bloque, ça veut dire que là, en fait, c'est un point où j'ai pas compris. Et ensuite, je retourne, je fais la navette. Mais je vous assure qu'en faisant ça toute l'année, alors c'est pas vraiment toute l'année, parce qu'en école d'ingé, c'est plus par semestre, et parfois on a des modules, des matières qui durent 2 ou 3 mois, donc c'est plutôt un bon exemple. Mais à force de faire ça, vraiment de m'enseigner moi-même, en fait, quand j'apprenais le cours, et bah, quand j'arrivais typiquement au partiel, bah, je connaissais tout, en fait. C'est-à-dire que peu importe comment on pouvait tourner la situation, mon cours, je le connaissais par cœur. D'accord? Et je l'avais compris, en fait, puisque du coup, je m'étais expliqué, je m'étais fait le cours comme un prof. Donc, ce qui fait que plus facilement je pouvais expliquer aux autres, et que sur les sujets, je m'en sortais forcément mieux. D'accord? Donc, ça, c'est une étape non négligeable. Ensuite, vous devez absolument, pour chaque point du cours, aller faire des exercices d'application si vous avez de grosses difficultés. Pourquoi? Parce que l'exercice d'application, c'est précisément l'exercice qui va vous assurer que vous connaissez les bases. D'accord? Et si vous êtes capable de faire les exercices d'application, ça veut dire que vous avez compris tous les points du cours. Parce qu'un exercice d'application égale 1 ou 2 points du cours. Une fois que vous avez fini de faire les exercices d'application, donc là, pour la partie cours, c'est OK. Et maintenant, vous pouvez aller sur des sujets un petit peu plus complets. D'accord? Vous pouvez commencer à faire des exercices type bac. OK? Donc moi, je vous recommande, si vous voulez aller en termes de difficulté croissante, vous prenez des sujets plus récents et vous remontez aux sujets moins récents pour monter en termes de difficulté. Typiquement, si vous prenez un sujet de l'année dernière et vous prenez, j'ai vu, bac 2021, la différence de niveau, elle est incollable. Incollable. Rien qu'avec le bac 2022, voilà, ça n'a rien à voir. Alors, c'était des exercices de 7 points sur le bac 2022, mais quand même en termes de difficulté, c'est bien. Et travaillez toujours en difficulté progressive. Et point hyper important, je ne travaille jamais sans me chronométrer. Ça, c'est vraiment une aberration qu'il faut arrêter en fait. Si vous travaillez, vous êtes en train de faire un exercice, vous n'avez pas de chrono, en fait, vous n'êtes pas en train de vous évaluer. Et si vous ne vous évaluez pas correctement, vous n'êtes pas capable en fait de progresser comme vous le souhaitez. Il faut toujours s'évaluer. Donc lorsque vous faites un exercice, il faut avoir une estimation. Cet exercice, c'est combien de temps? C'est pourquoi moi, je vous recommande de prendre, une fois que vous avez fini les exercices d'application, des exercices type bac. Ce n'est pas forcément pour la difficulté, mais c'est plus parce que ce sont des exercices qui sont calibrés en termes de timing. En fait, quand vous allez, vous savez que vous avez 1 heure pour faire cet exercice. Et donc, du coup, lorsque vous travaillez, vous mettez un chrono. Et vous savez combien de temps vous avez fait. Si vous avez mis 1h30, vous savez que vous n'êtes pas dans les temps. Donc, vous prenez non seulement les questions auxquelles vous avez pu répondre, mais en plus, vous prenez le timing que vous avez mis. C'est hyper important. Moi, quand je travaille avec mes élèves pour la préparation du bac, j'ai toujours un chrono. Je fais un retour à la fois sur est-ce qu'ils ont réussi l'exercice et en combien de temps. Parce que si vous faites un exercice du bac, mais que vous prenez 2 heures, vous arrivez le jour J, vous allez être capable de faire 2 exercices. Donc, voilà, encore, vous avez de la chance si vous avez tout bon, mais vous travaillez déjà sur 10 points. Donc, c'est ça. Donc, il faut vraiment se calibrer. Parce que je vois des élèves qui sont bons, qui arrivent à faire des exercices, mais qui font des exercices en 2 fois trop de temps. Donc en fait, vous arrivez le jour J, vous n'allez pas vous en sortir. Et ça, pour s'en rendre compte, il faut vraiment travailler avec le chrono. Maintenant, si vous estimez, deuxième partie, que vous avez un niveau qui est relativement bon, donc voilà, vous en sortez plutôt bien, voire très très bien, moi ce que je vous recommande, c'est que vous commencez directement par faire les exercices d'application. Parce que si vous avez un niveau qui est relativement correct, ça veut dire que vous avez les bases en fait, vous connaissez les bases. Donc vous allez directement sur les exercices d'application pour vous tester un peu. Mais vraiment rapidement. Moi, quand je travaillais en prépa typiquement, lorsque j'avais un chapitre que je comprenais très bien, sur lequel je m'en sortais, typiquement mon chapitre préféré, mais à coup de pas, c'est les intégrales. Voilà, moi, franchement, les intégrales, je kiffe. Et donc, quand on arrive sur le chapitre des intégrales, j'ai déjà plusieurs notions, donc je vais faire des petits exercices d'application. Calculer une petite intégration, faire une petite intégration par partie, faire une petite suite avec intégrale. Ok, bon là je parle en termes de prépa. Pour la prépa, c'est des exercices d'application, mais pour le bac, c'est déjà des exercices complets. Mais c'est juste pour mon exemple. Et donc, je vois comment est-ce que je réagis sur ces exercices-là. Et le but, c'est que avant de passer à la suite, vous devez être sûr que ces exercices d'application, vous les faites ultra rapidement.
C'est-à-dire que l'exercice d'application, si vous estimez que vous avez un bon niveau, bah, vous devez le faire en 2 fois moins de temps que le temps requis. D'accord? Là, vous dites, OK, là, c'est bon. Vous dominez l'exercice. Si l'exercice d'application, vous galérez un peu, il y a au moins une question que vous n'avez pas réussi à faire, prenez pas de risque, retournez voir votre cours. OK? Maintenant, si les exercices d'application vous ont validé 2-3 et que c'est bon, bah là, vous pouvez passer maintenant au sujet type bac. D'accord? Mais voilà, en cas de blocage, vous retournez à votre cours. Donc voilà, maintenant sur l'aspect physique-chimie, comment est-ce que je fais pour me préparer au mieux sur l'aspect physique-chimie? Moi, je vous recommande une approche ici qui va être radicalement différente. Parce qu'en physique-chimie, ce n'est pas vraiment une matière, on va dire, où les chapitres vont s'empiler les uns sur les autres. D'accord? Ça va être vraiment, vous allez avoir un socle de base à avoir, évidemment. En physique, je donne un exemple, pour tout ce qui va être mécanique de tout type, que ce soit dans des champs électriques, dans un champ magnétique pour ceux qui font le champ magnétique, ou encore des mouvements de satellites, de planètes, bah forcément vous devez savoir calculer une vitesse. Si vous ne savez pas que la vitesse c'est la distance sur le temps, bah vous n'allez pas vous en sortir, parce que vous voulez calculer la période d'un satellite, bah il faut utiliser ça. Vous voulez déterminer la vitesse de sortie d'un électron entre les plaques d'un condensateur, bah vous devez savoir c'est quoi la vitesse, vous devez connaître une période, etc. Ok, donc vous avez quand même un socle commun. Mais le socle commun que vous avez ici, pour moi, ce n'est pas du programme de terminale. C'est-à-dire le socle que vous devez avoir, c'est plutôt du programme de seconde ou de première. Par contre, là, il faut être calé sur le programme de seconde et le programme de première. Ensuite, en terminale à proprement parler, je trouve que les chapitres ils sont relativement indépendants. Donc, pas forcément complètement, je suis d'accord, mais vous avez les ondes sonores qui n'ont rien à voir avec l'optique, bon, presque. Mais si vous prenez par exemple les mouvements des satellites et les ondes sonores, bah, vous pouvez être très bon sur les satellites, même si vous n'y comprenez rien aux ondes sonores, en fait. Donc, moi, je vous conseille plus une stratégie donc, que j'ai marquée là en 2 étapes. Donc, vous devez faire une étude proactive du cours. OK? Donc, une étude proactive du cours, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez votre cours, vous prenez un brouillon, comme tout à l'heure, comme on expliquait. OK? Vous repérez dans votre cours les formules essentielles, d'accord? Et les points clés du cours, et vous les notez sur votre brouillon. Parce qu'en physique et en chimie, vous allez avoir besoin de sortir vos formules tout le temps, en fait. C'est les premières questions, les questions les plus transparentes que vous allez avoir. Donc, vous devez absolument bien maîtriser vos formules. Et ensuite, vous devez avoir les points clés du cours. Les points clés du cours, c'est notamment les hypothèses. Ça, c'est hyper important. Notamment, imagine par exemple qu'on fait la deuxième loi de Newton, bah, vous devez connaître les hypothèses par cœur. Donc je dois savoir que je dois être dans un référentiel supposé galiléen, que je vais peut-être négliger les frottements. Si je travaille avec un repère de Fresnel, je vais peut-être devoir faire une hypothèse sur une trajectoire circulaire. D'accord? Donc ça, c'est des points qu'il faut connaître et qu'il faut noter. Vous notez ça, vous notez les formules, vous pouvez vous renoter les définitions importantes, on va dire, mais voilà, moi, hypothèse déjà et formule, ça c'est le premier point. Ensuite, pour les notions essentielles du cours, moi ce que je fais, c'est que je les surligne. C'est pourquoi vraiment sur votre brouillon, moi je note que les hypothèses et les formules, d'accord, pour pouvoir relire rapidement ma mini-fiche avant d'aller en examen. Maintenant sur le cours, moi je me contente de le surligner. Je le surligne et je complète des annotations personnelles sur le cours. Si je vous montre mes cahiers de terminale ou mes cahiers de prépa, en fait, vous avez mes notes de cours, vous avez en fait des stabilos un peu partout, et en fait, vous avez, le plus important, c'est que je complète chaque partie. C'est-à-dire que quand vous lisez un paragraphe, vous comprenez l'idée du paragraphe, vous reformulez le paragraphe et vous écrivez juste à côté. Donc vous mettez, ce que je fais, c'est que, en gros, je mets une petite, on va dire, un petit quart de cercle là, du coup, sur le paragraphe, et ensuite je résume, je reformule en fonction de ce que moi j'ai compris. Ou j'ajoute une annotation personnelle dont je me rappelle, mais que je n'ai pas écrit. Ok? Je vous donne un exemple. Typiquement, si vous êtes en train de réviser je vais prendre un exemple en physique-chimie. Si vous travaillez sur l'optique, est-ce que tout le monde a fait l'optique? Donc je prends un chapitre que tout le monde a fait. Vous travaillez sur la mécanique, par exemple. Ok? Vous êtes en train d'étudier des lancers de projectiles. Là, vous lisez votre cours et vous voyez que c'est marqué deuxième loi de Newton, référentiel galiléen, on néglige le poids, vous êtes en train de travailler, on néglige le poids et on applique la deuxième loi de Newton. Donc vous rappelez que lorsqu'on néglige le poids, enfin on néglige le poids, on néglige les frottements, pardon, et on considère que le poids est la seule force.
Ensuite, en dessous, vous appliquez la deuxième loi de Newton. Et bien, vous vous rappelez que lorsqu'on néglige les frottements, c'est ce qu'on appelle une chute libre. D'accord? Lorsque le poids est la seule force. Et bien, vous allez rajouter à côté une petite flèche où vous allez écrire « on est alors dans le cas d'une chute libre ». D'accord? C'est le genre d'exemple, en fait. Donc, vous complétez votre cours. Comme ça, en fait, vous travaillez votre mémoire de façon proactive. Les éléments dont vous vous rappelez, en fait, que le prof a dit que vous n'avez pas noté ou que la prof a dit que vous n'avez pas noté, vous les complétez. En plus de faire les mini-résumés, les mini-synthèses. Quand vous faites une mini-synthèse d'un paragraphe, ça vous force, en fait, c'est-à-dire que vous retenez, vous repassez le paragraphe et vous le simplifiez, en fait. D'accord? Donc ça, c'est hyper puissant pour réviser la physique-chimie. Première étape. Deuxième étape, maintenant, c'est au niveau de l'entraînement. L'entraînement en physique-chimie, si vous suivez absolument cette méthode que je vais vous donner, c'est pas possible que vous aurez forcément une hyper méga bonne note. C'est-à-dire que si vous avez 12 en appliquant exactement cette méthodologie, c'est vraiment que là, les profs, ils étaient déchaînés et qu'ils ont proposé un cas d'étude hyper compliqué. Mais sinon, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous prenez les annales de physique-chimie, d'accord, pour les entraînements. Vous sélectionnez un chapitre. Donc, par exemple, là, je vais travailler sur le titrage. Je vais sortir 3, même pas 3, vous avez besoin de 2-3 sujets type bac qui traitent du titrage. Je vais prendre le premier sujet. Qu'est-ce que je vais faire? Après avoir appris mon cours, je m'assois sur cet exercice, exo 1 titrage, je commence à traiter chaque question. OK? Et ensuite, à gauche, j'ai une petite feuille. D'accord? Une feuille où je vais faire ce que moi j'appelle une fiche exercice. Pour chaque question que je vais traiter sur cet exercice, je vais venir noter la méthodologie et la solution sur ma fiche exercice. Les questions que je n'ai pas pu traiter, je vais galérer, je vais chercher, etc. Quand j'y arrive vraiment pas, j'ai réfléchi, c'est l'essentiel, au moins une dizaine de minutes, je vais regarder le corrigé. Je comprends le corrigé, je viens sur ma fiche exo, je note exactement la méthodologie que j'ai utilisée pour résoudre cette question. Mais quand je vous dis exactement, c'est vraiment exactement. Typiquement, vous prenez un sujet sur le titrage où on vous demande, question, calculer la concentration massique du réactif titré. On ne vous dira pas réactif titré, on vous dira, je ne sais pas moi, si c'est du glucose, on vous dira du glucose. Donc vous n'avez pas réussi cette question, calculer la concentration massique, dans un exercice de titrage, vous n'avez pas compris comment on faisait. Maintenant, vous avez vu le corrigé. Donc vous avez compris le corrigé. Donc pour capitaliser, et c'est ce que 99% des élèves ne font jamais, en fait ils ont compris et ils se disent c'est bon, j'ai compris, je passe. Résultat, ils prennent un sujet 2 semaines plus tard, ils sont toujours pas capables de faire la même question. C'est normal, vous n'avez pas noté, vous n'avez pas révisé, forcément vous en sortez pas. Vous prenez cette question, calculez la concentration massique, vous détaillez les différentes étapes qu'on a utilisées. Première étape, on a écrit la relation à l'équivalence. Tac, 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 tac. Deuxième étape, de la relation à l'équivalence, on a déduit la quantité de matière. Tac, tac, tac. Troisième étape, de la quantité de matière, on a calculé la concentration molaire. Tac, tac, tac. Quatrième étape, on a utilisé la relation entre la concentration massique et la concentration molaire. Tac. Vous mettez un exemple pratique, donc vous remettez les espèces, les notations de l'exercice que vous avez fait, et vous pouvez même faire l'application numérique. Boum. Je vous assure que vous prenez un deuxième sujet. Vous reprenez cette même question que vous n'aviez pas pu faire. Vous mettez votre fiche exercice à côté, vous allez voir que c'est exactement pareil. En fait, d'un sujet à l'autre, les exercices sont similaires. En fait, c'est terrifiant à quel point les exercices sont vraiment... En fait, ils sont, on va dire, quasiment interchangeables. La seule chose qui va vraiment changer dans les exercices de physique-chimie, c'est que si dans le sujet de l'année dernière, je vous ai dit que la planète, c'était une exoplanète qui s'appelait Oméga 350, et dans le nouvel exercice, dans le nouveau sujet, la planète va s'appeler Oméga 578. Mais vous allez avoir déterminé la vitesse de la planète, déterminer la période, ça va être les mêmes questions en fait. Et il y a des élèves qui me disent, mais je comprends les questions, je comprends le cours, mais j'arrive toujours pas en fait à traiter les questions. Oui, parce qu'en fait, en physique-chimie, ce qu'il faut faire, c'est que quand il y a une question que j'arrive pas à traiter, je la note sur la fiche exercice, et cette fiche exercice, ça devient mon deuxième cours. En fait, je dois apprendre cette fiche exercice, je dois apprendre ces méthodes, donc déjà, je les comprends, c'est un préalable, mais je dois les apprendre comme si c'était mon cours, en fait. Ce qui fait que quand vous avez sorti vos 2-3 sujets, d'accord, vous avez pris
premier sujet, premier exercice, vous avez fait votre fiche exercice, vous avez complété avec les questions que vous ne compreniez pas. Maintenant, vous revenez 2 jours plus tard avec un deuxième exercice, un deuxième sujet. Là, la première chose que vous allez faire, vous allez lire tout l'exercice. Donc l'exemple qu'on a appris, c'était sur le titrage. Vous lisez tout l'exercice. Vous allez d'abord repérer les questions qui sont exactement pareilles sur votre fiche d'exercice. Vous vous dites, OK, sur cet exercice, question, ça, c'est exactement pareil. Et vous vous assurez que ces questions, vous arrivez à les traiter, mais vraiment à 100%. Ensuite, vous prenez les autres questions que vous n'avez jamais vues, du coup, que vous n'avez pas vues dans l'exercice précédent que vous avez traité. Vous essayez de les traiter, vous réussissez, vous les complétez sur votre fiche exo. Vous ne réussissez pas, vous cherchez, vous prenez le corrigé, et ensuite, du coup, vous venez le compléter. Et ensuite, vous laissez passer un peu de temps, vous laissez passer 2-3 jours, vous prenez maintenant un dernier exercice de titrage. Et là, normalement, vous devriez avoir au moins 8 questions sur 10 qui sont exactement dans les 2 autres sujets. Mais vraiment, vous pouvez faire le test. Vous faites le test, mais vous allez me dire, mais en fait, ça fonctionne vraiment du tonnerre. Et il y a des chapitres qui ont la palme d'or. Typiquement, moi, quand je prends la lunette astronomique, mais vraiment, hein, j'ai pris 3 sujets sur la lunette astronomique. Bon, on va pas dire que c'était cadeau, mais pour un élève qui a travaillé correctement 2 sujets, qui a fait une fiche d'exercice hyper complète, je le mets sur n'importe quel sujet que je vais trouver sur la lunette astronomique, cet élève, il a au moins 16 sur 20. Si le bac, c'est que cet exercice-là, il aura 16 sur 20 au moins. Parce que vous allez avoir les mêmes questions. Allez placer l'objectif et l'oculaire sur la lunette astronomique, construisez les rayons, calculez le grossissement, vous avez exactement les mêmes questions qui vont revenir. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une méthodologie, mais c'est-à-dire si vous faites ça, moi quand j'ai commencé à appliquer ça avec mes élèves, j'ai des élèves qui n'aimaient pas du tout la physique, qui ont gagné parfois 4 points de moyenne en 2 semaines. C'est-à-dire qu'en 2 semaines, on commence à travailler, les parents m'appellent en me disant « là, c'est pas possible, il ne va pas y arriver, etc. » Et en 2 semaines, un élève gagne 4 points de moyenne parce que du coup, je lui donne des sujets, je lui demande de ficher et chaque fois, je lui impose de faire l'exercice, de ressortir sa fiche d'exo qu'il a faite la dernière fois, de comparer et de venir la compléter en fait. Ok, donc ça c'est vraiment la méthode spécifique pour la physique-chimie. Alors je vais regarder quelle heure il est. Ok. Donc maintenant on va faire un petit point sur le grand oral. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. D'accord? Vous pouvez poser dans le chat ou bien dans les questions et réponses. Je vais prendre vos questions à la fin. Donc maintenant sur le grand oral. Donc, grand oral, format d'exercice assez particulier, ok, mais qui se rapproche vraiment en fait des types d'exercices qu'on vous demande à la fac, en prépa ou en école. Ok. Moi typiquement, tous les exercices que je faisais quand j'étais en école d'ingé, ça ressemblait au grand oral. C'est-à-dire que sur un module, j'avais une problématique à formuler. On travaillait en mini-groupe ou tout seul en fonction des profs, en fonction des matières. Et je devais venir faire une présentation. En fait, à la fin, c'est toujours pareil, présentation, question, et puis bon, voilà. C'était comme ça que j'étais noté en fait. J'ai peut-être, en gros sur 10 matières, je devais avoir, on va dire, 2 ou 3 matières où j'avais vraiment une épreuve sur table. D'accord? Donc c'est un exercice que je trouve très bien, c'est très bien qu'il est mis là, ça va vous permettre vraiment de vous habituer en fait à un fonctionnement universitaire. Donc on va regarder quelques points sur le grand oral. Ok, donc je vous rappelle qu'on aura un webinaire spécial où on va développer les points. Pareil, hein, sur ce qu'on a fait en physique-chimie, on va développer sur le webinaire physique-chimie. Ce qu'on a dit en maths, on va développer sur le webinaire maths. Mais là, vous allez avoir quand même les lignes directrices générales. Alors, comment je fais pour choisir un sujet pour mon grand oral? Donc, je vous ai listé un certain nombre de critères. Du coup, si vous avez vraiment tous ces critères, vous facilitez la tâche sur votre sujet de grand oral. C'est-à-dire que vous minimisez le nombre d'efforts que vous devez faire pour avoir une excellente note. Déjà, avoir 20 sur 20 au grand oral, c'est pas un mythe. D'accord? C'est pas un mythe, ça demande juste que votre sujet respecte vraiment un certain nombre de critères précis que vous, en fait, en choisissant votre sujet, vous pouvez déjà définir. La pire chose que vous pouvez faire, c'est choisir un sujet de grand oral sans savoir quels sont les critères qui fonctionnent. Parce que des fois, les élèves viennent me voir en me disant « j'ai ce sujet de grand oral, est-ce que c'est bien ?»
est-ce que c'est bien, ça veut dire quoi? Moi, quand vous me demandez est-ce que c'est bien, j'ai ma checklist que je vais vous donner ici, où je regarde, est-ce que le sujet respecte tel critère? Ok, c'est bon. Deuxième critère, est-ce que le sujet respecte tel critère? Ok, c'est bon. À partir de là, je dis, vous avez un sujet moyen. Ensuite, j'ai deux derniers critères où je me dis, si le sujet respecte en plus ces deux derniers critères, alors là, vous vous rapprochez, mais très dangereusement, du 18 sur 20. Ok? Donc, premier critère, choisir un sujet qui vous intéresse. Ça, c'est le premier critère. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un sujet qui vous intéresse, c'est en fait laissez tomber. C'est même pas la peine d'espérer. Pourquoi? Parce que ça va se voir en fait. C'est-à-dire que quand vous allez arriver devant le jury, rien que votre façon de présenter, votre façon de répondre aux questions, ça va se savoir que vous avez choisi un sujet pour choisir un sujet. Et ça, c'est la pire chose que vous pouvez faire. Mais vraiment la pire chose. Moi, quand j'ai un élève, quand j'interviens pour le grand oral, j'ai un élève qui me présente son sujet, je lui dis, t'es intéressé par quoi? L'élève me cite tout sauf le point de son grand oral, en fait. Donc ça, c'est le premier point. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une motivation naturelle sur ce sujet-là. Ok, vous allez être plus facilement motivé. Vous allez savoir où chercher les informations parce que du coup, c'est un domaine qui vous passionne. Et quel que soit le domaine. Moi, j'ai des élèves qui ont déjà fait des grands oraux, on va dire, sur le sport, sur la médecine, sur des forêts, sur des plantations, enfin, sur tout, quoi. Je sais pas, moi, vous aimez les friandises, vous pouvez faire un sujet de grand oral sur les friandises. D'accord? Parce que les friandises, il y a plein de choses. Ok? Vous faites un sujet, un oral de SI sur les friandises, bah oui, vous prenez une usine de fabrication de friandises, comment les machines fonctionnent, la mécanique, l'asservissement, etc. Votre sujet, magnifique. Vous travaillez sur les SVT, vous prenez un sujet sur les friandises, bon là, bah voilà, quel est le risque du coup de consommer des friandises au quotidien? Ou si je consomme 10 friandises au quotidien, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un an? Ça, c'est votre sujet de grand oral, vous arrivez avec ça, mais exceptionnel. Ok? Mais voilà, prenez un sujet qui vous intéresse. Évidemment, la difficulté, c'est que j'ai des élèves qui me disent, bah, je veux bien prendre un sujet qui m'intéresse, mais du coup, moi, je suis intéressé, je sais pas moi, j'ai un élève une fois qui m'a dit, je suis intéressé. Alors, c'est quoi qu'il m'a dit? Il m'a dit, je suis intéressé par le bricolage. Moi, c'est le bricolage qui m'intéresse. Comment je fais pour faire un sujet de grand oral si j'aime le bricolage? Bah, là, les possibilités sont légion. Parce qu'on faisait cours dans sa chambre, si vous voulez. Donc derrière sa chambre, en fait, il avait une enceinte. Il avait une enceinte qu'il avait construite lui-même. Il avait bricolé, en fait, cette enceinte. Il avait assemblé diverses pièces, etc. Mais j'ai dit, mais ça, c'est génial. En fait, tu prends ça, et ben, tu le transformes en sujet de grand oral. Comment est-ce que je peux fabriquer une enceinte à partir de telle ou telle matière du quotidien? Et bien là, ça va t'obliger, en fait, à utiliser des notions de physique. D'accord? Comment est-ce que, je sais pas moi, je vais prendre ma casserole, comment est-ce que je vais la transformer pour qu'elle puisse renvoyer le son? Enfin, vraiment, ouvrez votre cerveau. Ouvrez votre cerveau. Ne vous mettez pas de limitation. Ok? Dites-vous vraiment, je dois prendre le sujet qui m'intéresse le plus possible. Vous prenez ce sujet et je vous assure que quelle que soit la matière dans laquelle vous travaillez, il y a forcément quelque chose qui est en rapport avec votre sujet. Je sais pas moi, vous êtes passionné par la musique. Et ben, vous avez étudié les ondes sonores. Donc vous pouvez étudier l'acoustique d'une salle. Vous prenez le Zénith de Paris, votre sujet de grand oral, c'est est-ce que si j'ai pas de micro typiquement au Zénith de Paris, et ben, est-ce que si je chante son micro, et ben, est-ce qu'on va m'entendre? Ça, vous prenez ça comme sujet et puis vous étudiez votre sujet. Là, vous commencez à dire, ok, s'il y a des personnes, il y a combien de personnes dans la salle? Ok, si ces personnes parlent, est-ce qu'il y aura des interférences? Mais vous pouvez faire des trucs juste géniaux. Ok? Et deuxième intérêt de ça, c'est non seulement vous allez avoir une motivation naturelle, mais en plus, vous allez répondre plus facilement aux questions. Vous n'allez pas être surpris par les questions, en fait, parce que c'est un sujet dont vous êtes familier, avec lequel, en fait, vous êtes familier, parce que c'est un sujet que vous aimez beaucoup. Donc forcément, vous allez avoir des idées de réponse, vous allez penser à des choses qu'une personne qui n'est pas passionnée par ce sujet n'aura pas forcément. Et ça va se ressentir. Parce que sur le grand oral, sur le webinaire spécifique, on creusera. Mais dites-vous que 50% de votre note, déjà, elle n'est pas sur le contenu de votre grand oral. Elle n'est pas sur la notion que vous abordez. Déjà, vous avez un prof qui comprend quasiment rien. Un des deux qui comprend quasiment rien de ce que vous dites. Donc lui, il va regarder votre façon de répondre aux questions. Il va regarder votre engouement. Il va regarder votre présence scénique. Il va écouter votre diction. D'accord? Donc du coup, forcément, vous prenez un sujet que vous aimez beaucoup, forcément, vous en parlez avec plus d'aisance. Vous n'êtes pas stressé. Quelqu'un qui aime la musique, quelqu'un qui est habitué à aller à des concerts, s'il fait un sujet de grand oral sur un concert, forcément, il en sait un paquet. Donc, il est moins stressé, en fait. Ou quelqu'un qui aime le foot,
qui va prendre typiquement comme sujet de grand oral de faire un pronostic de la finale de la prochaine Ligue des Champions, bah, c'est un sujet qu'il maîtrise. Forcément, il sait les changements, les remplacements, il connaît les impacts, donc forcément il est plus à l'aise. Ok. Alors, deuxième critère d'ordre pédagogique, il faut forcément que ce soit lié à une ou plusieurs notions du programme. D'accord? Donc, vous devez avoir au moins une spé, donc vous devez avoir un sujet de grand oral par spé, on va dire, et bon, dans un des sujets, vous pouvez traiter vos deux spé. Ça, c'est vraiment au choix. Par contre, le critère qui est absolument nécessaire, c'est qu'il faut une dimension de recherche. Qu'est-ce que j'entends par une dimension de recherche? Ça veut dire que votre sujet de grand oral, c'est pas juste je prends la probabilité, et mon sujet de grand oral, c'est comment je calcule une probabilité conditionnelle. Enfin, ou mon sujet de grand oral, c'est démonstration de la formule des probabilités totales. Bon, c'est bien, hein, mais je veux dire, c'est du court. Et c'est pas ce qu'on attend du grand oral, parce que vous avez quand même un an pour le préparer. Donc en fait, quand vous arrivez le jour J, bah, faut pas que les profs se disent, en fait, bah, lui, il se moque de nous. Il arrive, il a pris son cours, qui a été très bien fait par le prof, bah, il a mixé un peu et il dit que ça, c'est un sujet de grand oral. Non, 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 ça, faut vraiment pas faire. Moi, franchement, si je note le grand oral, j'arrive, je vois que vous me sortez du cours, mais vraiment tel quel, mais je sais pas, mais je vous donne même pas 5. Parce que je me dis, il a eu un an, elle a eu un an, et il ou elle n'a pas été capable bah, de sortir des limites, en fait. Donc ça, faut pas faire. Donc il faut une dimension de recherche. Ça veut dire que vous êtes en physique-chimie, vous voulez travailler, avoir un grand oral sur la radioactivité, et ben vous devez, en fait, avoir une dimension qui montre que vous avez recherché. Quelle que soit cette dimension-là, en fait. Moi, la dimension la plus simple que je vous recommande, eh ben, c'est de mettre en place une application pratique de la notion. Par exemple, la radioactivité en médecine ou la tomographie, typiquement, qui est une application de la radioactivité. Ça, c'est un sujet de grand oral qui a valu 20 il y a 2 ans à un de mes élèves. D'accord? Cette notion d'application pratique. Je prends les mathématiques, je prends la probabilité. Mon sujet, c'est pas juste les probabilités. C'est vraiment, ok, les probabilités ou comment est-ce que je peux prévoir le résultat de la prochaine Ligue des Champions. D'accord? Pour ceux qui aiment le foot. Vous prenez par exemple les suites, et ben, comment est-ce que je peux mettre en place un plan de reforestation de telle ou telle forêt? D'accord? Et vous mettez une suite, et là, vous faites une application pratique. Ça, c'est la façon la plus simple d'avoir cette dimension de recherche. Après, vous pouvez avoir un deuxième aspect pour la dimension de recherche, c'est que vous pouvez aller sur une notion plus compliquée, une notion qui est hors programme. Par exemple, vous étudiez les suites, et ben vous allez peut-être aller sur les lois de probabilité. D'accord? Typiquement, vous pouvez étudier la loi normale comme sujet de grand oral. Voilà, ça montre une dimension un peu supplémentaire parce qu'il y a un élément en plus du cours. Même si forcément, ça c'est beaucoup plus difficile. Bon, parce que déjà, il faut que vous puissiez être au point sur le programme de terminale, mais en plus, il faut que vous alliez chercher des notions qui sont un peu plus élevées. Alors ça, je l'ai fait avec certains de mes élèves, mais j'étais là, du coup, donc forcément, pour eux, ça a été plus simple, puisque moi, je connais le programme de Subspé, donc forcément, je peux leur expliquer des notions qu'ils ne voient pas en terminale, et bah forcément, ça se passe hyper bien quand ils arrivent en grand oral, c'est impressionnant. Mais là, bon voilà, il faut vraiment avoir de bons supports ou quelqu'un qui vous accompagne, qui a forcément ces connaissances-là pour pas que vous puissiez dire des bêtises le jour J. Parce que si vous arrivez et qu'on vous pose des questions, vous ne savez pas répondre, bah forcément le prof va dire mais ça va pas du tout. Donc quand c'est comme ça, moi je m'entraîne avec les élèves, je leur pose toutes les questions possibles, voilà, pour qu'ils soient vraiment calés sur le sujet. Ok, ensuite, deux autres points importants, du coup après on va clôturer pour le grand oral, c'est choisissez un sujet d'actualité ou un sujet d'intérêt public. D'accord? Ça va vraiment, vous permettre de captiver, de capturer l'attention du jury non technique, parce que vous avez un jury, je vous ai dit, c'est pas un jury qui fait des maths ou qui fait de la physique, c'est peut-être un prof qui est documentaliste, donc lui, voilà, quand vous parlez d'équation de suite, lui, voilà, il vous écoute franchement avec les yeux, quoi. Donc, il faut vraiment, si vous avez un sujet d'actualité ou d'intérêt public, bah là, forcément, vous allez dire des choses qui vont beaucoup plus l'intéresser. D'accord? Typiquement, vous prenez comme sujet de grand oral, actuellement, on parle de la purification du nettoyage de la Seine. Pour ceux qui sont en France, et ben, vous allez étudier ça comme sujet. Vous prenez en physique-chimie ou en SVT, bah, comment est-ce qu'on va faire pour nettoyer la Seine? Là, forcément, c'est un sujet qui va tout de suite capter l'attention parce qu'en fait, il y a des notions, on va dire, vulgarisées à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on comprend, c'est un sujet d'actualité, donc ça captive naturellement l'attention. Ok? Et le deuxième avantage de faire ça, de prendre un sujet d'actualité ou d'intérêt public, c'est que vous allez avoir une documentation qui est abondante. C'est-à-dire que vous allez avoir des sources, vous allez avoir des études,
Donc, il suffira d'une recherche Internet, vous avez une dizaine de documents, en fait, de documentation là-dessus, et forcément, pour concevoir votre grand oral, c'est beaucoup plus simple. Moi, je me rappelle, il y a 2 ans, quand on a fait la tomographie avec un de mes élèves, bah forcément, c'est un sujet, une application médicale, d'accord? C'est une méthode, en fait, pour traiter les cancers. Donc, vous imaginez qu'avec une recherche Internet, bah, on avait une dizaine de documents. Donc, forcément, bah, c'est beaucoup plus simple d'aller étudier un sujet comme ça que, je ne sais pas moi, de prendre un sujet sur je sais pas moi, découverte de la 15e dimension de l'univers, un truc ultra précis, où vous prenez un sujet de SVT, mais vraiment sur le dernier composant, enfin, mais je veux dire le composant le plus petit, un sujet qui n'intéresse personne, qu'on voit nulle part et qui est compliqué pour rien en fait. Moi j'ai des élèves qui ont fait ça certaines années et c'est quand même assez compliqué. D'accord, surtout les sujets qui vont porter sur l'univers, des trucs hyper vieux parfois, enfin, voilà, il faut vraiment un sujet d'actu et d'intérêt public. Ça, c'est le troisième critère. Je ne dis pas que c'est obligatoire, mais c'est des critères qui vont vous permettre vraiment de vous simplifier la vie et qui vont permettre de vraiment d'aller capter ce jury non technique en fait qui vous note à 50% en fait. Et d'avoir cette documentation vraiment pléthore. Ensuite, dernier critère que moi je pourrais vous recommander, c'est d'avoir un sujet facilement pitchable. D'accord? Donc nous, on a cette notion de pitch. Un pitch, en fait, c'est que vous avez 3 minutes pour présenter votre idée. Et bien, en fait, il y a des sujets qui sont vraiment de type pitchable. C'est-à-dire que vous avez un sujet, le sujet en lui-même, en fait, c'est un sujet qui convient à un exercice de type, vous avez 3 minutes pour exposer. OK? C'est un sujet, en général, c'est des sujets pas forcément simples, on va dire, dans les notions abordées, mais c'est un sujet que vous pouvez expliquer en termes simples. Et ça, c'est hyper bien, parce que lorsque vous faites votre présentation, vous allez être clair, en fait. Mais si vous prenez un sujet qui n'est pas pitchable, où vous avez 10 000 notions qui s'emboîtent les unes sur les autres, et où vous devez faire beaucoup de calculs, par exemple, rien que ça. Moi, j'ai des élèves, certaines années, qui ont pris des sujets où c'était des démonstrations mathématiques. Comment vous faites pour pitcher un sujet qui est fait uniquement de démonstrations mathématiques? C'est compliqué. Donc en fait, vous vous complexifiez la tâche parce que là, vous devez avoir un support qui est carré, que vous allez remettre aux examinateurs. Et puis voilà, ça doit être assez simple, il ne faut pas mettre toutes les étapes. Donc vous arrivez, vous devez dire à votre examinateur, ok, alors sur la feuille, au milieu, le point 1B, c'est ce que je vais dire maintenant. Bon, vous voyez, c'est typiquement ce genre d'exemple que je vous recommande de ne pas faire. Prenez un sujet vraiment où à la rigueur, vous avez un support avec vraiment le minimum et c'est vous en fait le pitch principal. D'accord? Vous allez être plus clair et sur la phase de questions-réponses, vous allez pouvoir répondre beaucoup plus facilement. Ok? Parce que le sujet est simple à expliquer. Ok, donc voilà, on a terminé du coup pour en ce qui était de la présentation du grand oral. Donc voilà, j'essaie de donner le maximum d'éléments voilà, en vraiment très très peu de temps. Mais on va développer, hein, je rappelle encore, sur les prochains webinaires, chacun de ces points. Pour ceux qui sont vraiment intéressés par le grand oral, là, j'ai pas eu le temps de donner vraiment les exemples pratiques, de prendre des exemples de sujets, de décortiquer, mais on aura un webinaire spécial où là, on va vraiment entrer en profondeur sur chaque point, sur les spé, et puis sur le grand oral, et puis bon, sur la vie universitaire. Donc maintenant, je vois qu'il y a quelques questions dans le chat. Donc juste avant, donc, on vous a préparé des surprises, ok? Donc déjà, merci d'être resté jusqu'au bout de ce webinaire, ok? J'espère que là déjà, vous avez reçu vraiment beaucoup de valeur et que vous avez appris plein de choses. Mais ça ne s'arrête pas là, vous avez des petites surprises qu'on vous a réservées. Donc déjà, les 2 premières surprises, c'est que vous êtes sûr que pour les prochains webinaires qu'on va faire, pour vous, ce sera 100% gratuit. Ok? Parce que du coup, il y aura des webinaires, dont tous les webinaires que j'ai cités, qui seront payants. D'accord? Mais pour vous qui êtes inscrits, pour vous qui étiez présents, ça va être 100% gratuit. Donc, quel que soit ce qui arrive, quel que soit le tarif qu'on va mettre, pour vous, c'est d'office gratuit. Et ensuite, vous allez avoir donc un lien personnel pour la rediffusion de ce webinaire. D'accord? Donc, vous aurez un lien, du coup, qui sera... Alors, j'espère que vous avez bien saisi vos adresses mail. Normalement, tous ceux qui sont là ont bien saisi leurs adresses mail. Vous aurez un lien, du coup, Drive, qui sera lié à votre adresse mail, forcément, où vous pourrez voir la rediffusion en intégralité de ce webinaire. D'accord? Donc, ce sera vraiment pour vous de la valeur ajoutée supplémentaire. Vous pourrez repasser, etc., pour voir les points spécifiques. Donc, évidemment, ce lien ne sera pas à partager. Ça ne fonctionnera pas. Mais je précise quand même. Et ensuite, donc,
dernière surprise. Alors, vous avez donc un code promo, vous avez une réduction sur le Master Back. D'accord? Vous avez moins 50% de réduction sur le Master Back. Alors, ce sera valable pour les prochaines 48 heures. D'accord? Donc, vous aurez 222,5 €. Alors, je fais le calcul ultra précis de réduction sur le Master Back. Donc, le Master Back, c'est vraiment 7 jours. Alors, c'est hyper dense. Hein. C'est hyper dense, ces 7 jours. C'est 7 jours, 2 semaines avant le bac, où vous venez, en fait, en mode guerrier, en mode guerrière, et où on a préparé vraiment tout un parcours pour vous assurer de ressortir de là en étant vraiment au top. Vraiment pour aller taper des mentions au bac, c'est vraiment le programme qu'il vous faut. Donc il n'y a aucun programme qui est comme celui-là, hein. Vous allez trouver sur internet aucun programme qui vous propose des quiz complets de révision, qui vous propose des sessions de correction de 4 heures en ligne, en plus qui vous propose des bacs blancs qui sont corrigés, qui vous propose des permanences où vous venez pour poser toutes vos questions. Ça vraiment ça n'existe pas et je tenais vraiment à le mettre en place pour vous apporter le plus de valeur ajoutée possible. Et c'est vrai que moi je veux vraiment avoir les élèves qui sont motivés. Donc déjà vous êtes là sur ce webinaire, donc ça montre que vous êtes motivé. Donc je me suis dit, on s'est dit avec l'équipe que c'était bien de mettre ça en place pour vous permettre à chacun en fait de pouvoir accéder à ce programme d'excellence et que voilà, ce soit pas une limitation, le fait que ce soit un programme. Alors je trouve pas que ce soit un programme cher, vraiment à l'époque où moi je travaillais dans les sociétés qui donnent des cours, je ne vais pas citer leur nom, mais vous les connaissez, hein, j'ai travaillé là-bas pendant des années en tant que prof particulier. Les programmes, je vous assure, pour les valeurs, parce que moi, j'ai donné des cours, d'accord? J'avais des classes de 10 élèves, en fait, où on faisait des stages. Mais si je vous dis les prix des stages qui étaient pratiqués pour la valeur qu'on leur donnait, c'était littéralement, je venais pendant 2 heures, en fait, j'avais 10 élèves qui avaient des besoins divers et j'essayais de faire au mieux. Voilà, donc on n'avait pas de support de préparation, rien. Là, vous venez vraiment, on a sélectionné les sujets avec soin pour couvrir l'intégralité du programme. Vous avez 7 quiz avec des questions d'application, des questions d'entraînement, des questions type bac. Vous finissez les 7 quiz, en fait, vous êtes sûr qu'au niveau cours, niveau exotype, vous êtes au point. Ok, vous avez de vraies sessions de correction du bac, un peu comme on faisait sur les lives, parce que en fait, voilà, il y a personne qui va vous dire venez pendant 4 heures, 3 fois la semaine, on va se mettre sur un sujet du bac, vous serez en visio avec moi, donc vous allez travailler en même temps que moi, vous allez poser vos questions, je vais vraiment vous expliquer, et on va traiter des sujets complets. D'accord? Donc moi, je vous invite vraiment à vous inscrire. Le lien sera valable que 48 heures, voilà, pour que vraiment ce soit les plus motivés qui puissent vraiment s'inscrire. Si vous avez des questions, vous avez des besoins, vous avez des demandes par rapport au Master Back, faites-moi un message directement, d'accord? Ou écrivez-nous directement sur le formulaire de contact qu'il y a sur le site web. Donc je rappelle, le site web, c'est masterback.fr. Du coup, pour vous inscrire, pour nous écrire par rapport au Master Back, si vous avez des demandes, j'ai déjà quelques personnes qui m'ont écrit par rapport à ça. Voilà, n'hésitez pas, voilà, si vous avez des doléances, faites-nous savoir, faites-nous un message. Ok. Donc, du coup, maintenant, je vais prendre vos questions. Alors, hop, du coup, tac, tac, tac. Je vais commencer par prendre les questions-réponses. Du coup, hop. Donc, je vais vous laisser, tac, je vous laisserai ici du coup, pour ceux qui vont prendre le code. Donc, première question, on a une question de iPhone 3 qui demande comment vraiment réussir le bac de maths si le niveau d'exigence est plus élevé et éviter la note plus sévère que les années précédentes. C'est une question que je trouve d'intérêt général, on va dire, pour le bac 2024. Le sujet, le bac de maths est plus compliqué, mais votre préparation n'a pas changé en fait en cours. C'est-à-dire qu'on ne vous prépare pas à faire quelque chose de plus compliqué. Je donne un exemple, les bacs blancs que j'ai vu passer dans les différents lycées, c'est encore des sujets de l'année dernière. Alors que les sujets, ils ne seront plus comme ça, ils seront beaucoup plus difficiles en fait. Donc on vous prépare pas, d'accord? On ne vous prépare pas à une telle difficulté. En fait, c'est une difficulté. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas habitué en fait à aller à ce niveau d'exigence, à ce niveau de détail, à ce niveau d'intuition mathématique. Donc, comment faire de façon simple?
Alors la meilleure solution, c'est de t'inscrire au Master Bac. Ok. Honnêtement, parce qu'on a vraiment tout préparé, d'accord? On a épluché tous les vieux sujets, on a même retrouvé les énoncés du sujet zéro, donc on a tout qui est prêt. Donc ça, c'est vraiment la voie royale, on va dire, où nous, on a tout fait pour toi. Et bah tu viens juste, en fait, tu t'entraînes, bah, tu fais les exos, tu t'entraînes, tu fais les quiz, et tu ressors de là, et tu es sûr, en fait, que tu es bien préparé. Maintenant, si tu n'es pas inscrit au Master Bac, là, tu vas devoir du coup faire un peu plus de travail. Ok. Déjà, moi, ce que je recommande, c'est de travailler en autonomie sur les anciens sujets du bac. Ok. Prenez des sujets à partir de 2010, 2011, etc. Évidemment, prenez que les notions au programme, que ce soit sur les suites, les intégrales, et vous devez vous assurer de travailler sur ces sujets. Donc si vous arrivez à avoir des corrigés, prenez également les corrigés, parce qu'il y a des exercices qui sont pas forcément évidents, d'accord? Donc mettez en place la méthode qu'on a vue, que j'ai détaillée du coup pendant la présentation, mais en plus, pour les sujets type bac, allez sur les anciens sujets, d'accord? Parce que si vous travaillez que les sujets de l'année dernière, vous n'allez pas être prêt, vous allez ressortir, vous allez avoir des intégrales, déjà vous n'en avez pas, ni 2022 ni 2023. Donc forcément, du coup, vous n'allez pas être prêt. Donc voilà, n'hésite pas si tu as encore plus de questions sur ce sujet. Tac, 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 tac. Donc c'est mieux de prendre des sujets de France ou d'étrangers pour s'entraîner. Alors c'est une bonne question. Moi je recommanderais de commencer par les sujets métropole, d'accord? Et ensuite de prendre des sujets étrangers pour monter en difficulté. Typiquement, les sujets étrangers, là, Liban, surtout les sujets d'Asie, là, en général, il y a des trucs bizarres dedans, ils sont un petit peu plus compliqués. Donc, du coup, voilà, je recommanderais de faire dans ce sens-là, pour pas commencer, parce que je me rappelle, c'était en 2021, je crois, il y avait eu un sujet étranger de géométrie, mais enfin, le sujet, il était terrible. On le remet cette année sur le bac, hein, c'est un sujet de géométrie, là où les élèves sont habitués à représentation paramétrique, équation de plan, volume. Mais attends, là, c'était, je sais plus si c'était un avion, on étudiait la géométrie de l'avion, enfin, on faisait des produits scalaires bizarres. Mais c'est souvent dans les sujets étrangers que vous allez trouver ça, donc faites vraiment progressivement pour pas vous décourager, parce qu'ils sont un petit peu plus durs ces sujets-là. Ok. Le master bac est bien pour les deux matières. Oui, vous pouvez vous inscrire pour chaque matière. Donc en fait, quand vous allez sur le site masterbac.fr, vous pouvez sélectionner la matière. D'accord. Donc vous, si vous avez que SPMAT, bah, vous prenez que SPMAT. Si vous avez que spé physique chimie, bah, vous prenez que physique chimie. D'accord. Et le code promo que vous avez, il s'applique aux deux en fait. Donc pour le prix d'un, en gros, vous pouvez vous inscrire aux deux master bac, au master bac physique chimie et master bac maths. Ok, est-ce que mon sujet transversal maths physique chimie, ellipse et trajectoire orbitale, carrefour d'une histoire mathématique et des découvertes astrophysiques, c'est intéressant. Alors, je veux pas spoiler ton sujet. Donc du coup, je crois que tu as posté dans le groupe WhatsApp, j'ai vu que tu as écrit dans le groupe WhatsApp, je vais te répondre dans le groupe, je vais te répondre en privé directement, parce que si je dis ici, ah ton sujet est excellent, tout le monde va vouloir prendre ton sujet. Et si je dis ton sujet est pas bon, non, c'est pas bien, d'accord? Donc du coup, je vais te répondre, on pourra en discuter par message directement, ok? Et d'ailleurs, voilà, restez bien connectés, hein, parce donc non seulement webinaire sur le grand oral, mais aussi à notre formation qu'on va mettre en place pour le grand oral. Parce que là-dessus, eh ben, on va aller étudier vos sujets. C'est-à-dire que je vais prendre vos sujets, je vais les analyser, je vais les corriger, je vais vous envoyer les sources, on aura des sessions de coaching, de comment est-ce que vous devez parler, comment améliorer sa diction, la présence scénique, etc. Et on fera des grands oraux blancs, d'accord? Donc restez vraiment connectés. Si vous n'êtes pas abonné à notre compte TikTok qui est marqué juste en dessous, là, il est juste là, allez vous abonner, comme ça du coup vous n'allez pas rater ces pépites qu'on va vous mettre, ok? Donc du coup, on va continuer avec les questions. Comment maximiser le temps sur les exercices pour pouvoir traiter plusieurs chapitres? Combien de chapitres devons-nous traiter en une seule journée? Alors, c'est en question de Lola. Pour répondre à ta question, je crois, Lola, me rappelait que toi, tu as spé physique-chimie, hein, donc je vais répondre pour la physique-chimie. Pour vraiment maximiser le temps que vous passez à traiter les exercices et les traiter de façon la plus transversale possible,
traiter des exercices du bac. C'est plus simple. Parce qu'en fait, vous prenez un sujet de bac de chimie, pardon, et ben, il va contenir 3 ou voire 4 chapitres en même temps, en fait. Donc ça veut dire que vous mettez un bloc de révision, vous révisez la chimie, d'accord? Donc vous révisez titrage, loi de Beer-Lambert, conductimétrie, donc vous prenez 2 heures, vous faites votre cours, hein, en appliquant les méthodes qu'on a vues, bien sûr, vous annotez, vous surlignez, vous recopiez vos formules à côté, etc. Ensuite, pour vous entraîner, vous n'allez pas, comment on va dire, aller taper exercice loi de Colrausch ou exercice spécifique loi de Beer-Lambert. Non, faites pas ça parce que ça va vous demander beaucoup trop de temps. D'accord? Prenez 2 ou 3 exercices du bac sur la chimie et traitez-les en fait. Donc vous allez voir que ça va être très transversal. Des fois, dans un même exercice, vous avez à la fois du titrage colorimétrique et du titrage conductimétrique. Donc ça, c'est parfait. OK? Donc du coup, bon, ça répond à la question combien de chapitres devons-nous traiter en une seule journée? Ça dépend du temps que tu te donnes pour préparer le bac. Moi, ce que je recommande, c'est vraiment de prendre pas un chapitre en fait. Parce que si tu prends juste un chapitre, on va dire, et quand tu vas aller traiter un sujet du bac, en général, bah, tu vas avoir au moins 2 ou 3 chapitres. D'accord? Donc révise par bloc. C'est pas obligé de tout faire le même jour, de tout finir le même jour. Mais par exemple, bah, tu te mets 2-3 jours où tu travailles sur 3 chapitres connexes de chimie. Prenez plutôt des chapitres connexes. Typiquement, je vais travailler en physique sur la mécanique. Et ben, je vais peut-être prendre 2 ou 3 jours où je vais travailler que sur les forces gravitationnelles et les forces électriques, par exemple. Parce que du coup, c'est des champs c'est des champs uniformes. Bah, donc, quand en fait, je vais aller traiter des sujets du bac, je vais pouvoir avoir des questions beaucoup plus transversales. D'accord? Et je peux même bosser les legs en parallèle des forces électriques. Mais vraiment, faites des recoupements. Hein. C'est ce qu'on fait dans le Master Bac. On vous a recoupé par jour, on vous a recoupé par sujet. Les quiz sont bien déroulés, en fait, pour pouvoir traiter des exercices complets du bac. Pourquoi le bac sera-t-il plus dur alors que la notation sera plus sévère? Comment va-t-on faire? Alors, pourquoi le bac sera-t-il plus dur? Donc ça, c'est en fait, c'est ministériel, hein, c'est l'ancien ministre de l'Éducation qui avait annoncé ça. Il est plus dur parce qu'il y aura tous les chapitres. Et il y aura les chapitres les plus compliqués. Donc notamment les intégrales, les équations différentielles, et puis les parties de proba, la somme de variables aléatoires, etc. Et en fonction, il y aura en plus la continuité. D'accord? Donc en fait, il y aura les chapitres les plus compliqués en plus. Donc forcément, c'est plus compliqué parce que bah, on est souvent habitué à travailler des annales 2022-2023. Pendant les bacs blancs, vous travaillez sur ces annales-là, donc on ne vous prépare pas. Donc c'est encore plus dur pour vous. Et la notation sera plus sévère. Malheureusement, malheureusement, c'est suite aux critiques, en fait, on va dire, des communautés nationales et internationales sur le bac français, parce qu'il y a un peu cette chute en fait du niveau général du bac français par rapport aux autres bacs, d'accord, hein, c'est pas que le bac est devenu facile, d'accord, était devenu facile, faut pas dire ça, moi je suis contre le fait de dire ça, mais en fait lorsqu'on comparait non seulement au niveau exigé à la fac, en prépa ou en école d'ingénieur, et même dans des formations, j'ai donné l'exemple tout à l'heure, vous êtes en licence d'économie, vous avez des maths élémentaires à faire. Quand je dis élémentaire, c'est au sens vraiment, c'est les premières notions de mathématiques pour quelqu'un qui fait des maths. Vous avez des fonctions, des dérivés, vous êtes en première année de licence éco, mais c'est dur pour beaucoup d'élèves, en fait. Donc c'est pour vous dire, en fait, que bah, forcément, il fallait rehausser le niveau, et comme c'est la première année, bah, il y a le temps de faire cette transition-là, et du coup, vous êtes un peu la génération sacrifiée, on va dire. Vous savez pourquoi on fait tout, on met tout en place pour vous aider, mais du coup, voilà, c'est la génération test. C'est quoi les dates des autres webinaires? Alors, les autres webinaires, ce sera des samedis, des dimanches, pardon. Dimanche sur les mêmes créneaux, ce sera 15h à 16h, 16h30 à peu près pour qu'on reste efficace. Il y aura peut-être, on vous enverra les plannings complets, mais déjà le dimanche prochain, 15h, 16h, il y aura forcément un webinaire de planifié. Ok, mais on vous enverra, pour ceux qui ont laissé leur mail, on vous dira par mail, on vous enverra le planning en même temps qu'on vous enverra les liens pour les rediffusions. Ok, est-ce qu'il est possible de réaliser un grand oral en mathématiques en lien avec l'astronomie ou c'est plus spécifique à la physique? Alors, juste petite remarque générale. Plus vous faites de la physique de haut niveau, plus vous faites des maths de haut niveau. Pareil pour la chimie. Donc en fait, quand vous étudiez des sujets de plus en plus complexes, il y a toujours des mathématiques en fait pointues qui sont adaptées.
Donc forcément, étudier la dimension mathématique d'une notion complexe comme ça reste tout aussi intéressant que d'aller analyser la partie physique. Ok? De toute façon, les grandes théories physiques ont vraiment beaucoup de maths, hein. Pour ceux qui continueront à faire de la physique-chimie dans le supérieur, lorsque vous allez commencer à étudier des phénomènes électriques, vous allez commencer à étudier des écoulements, ce genre de choses, bah vous aurez beaucoup d'équations différentielles à traiter. Vraiment, moi je me rappelle quand j'étais en SP, en fait, le cours de physique, c'était limite un cours sur les équations différentielles. En fait, il fallait résoudre des équations différentielles, des conditions initiales dans tous les sens. Un peu comme vous voyez en mécanique ce qu'on fait là, qu'on fait des intégrations. Bah, vous prenez ça, vous multipliez par 100, c'était ça les cours les cours de physique-chimie en SP. Ok, ok, des idées de grand oral maths avec la photo. Donc ça, ce sera sur le webinaire, sur le grand oral spécifiquement, qu'on va traiter ces points-là. Tac, 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 tac. Ok, est-ce que j'ai d'autres questions? On va pas tarder à terminer. On a déjà dépassé l'heure d'une minute. Ok, je vais prendre une dernière question. Tac, tac, tac. Le sujet du bac blanc de maths au mois de mars a été plus difficile. Ok, bah c'est mieux. Si tu as eu un sujet plus difficile, c'est mieux pour toi, honnêtement, hein. Tu seras forcément mieux préparé et c'est mieux que tu aies trouvé ça plus difficile. Comme ça, le sujet du vrai bac, tu vas le trouver plus simple. Ok, tac, tac, tac. Cette année en physique, il n'y aura pas l'effet Doppler et la stratégie de synthèse. Alors non, l'effet Doppler est out depuis plusieurs années. Normalement, il n'y a pas, hein, j'ai pas regardé le dernier communiqué, parce qu'ils font un communiqué chaque année, mais l'année dernière, c'était déjà pas dans le programme. Donc, je ne pense pas. Et la stratégie de synthèse, non. Alors, on a quelques éléments liminaires sur la synthèse organique. Euh, donc, notamment, j'ai refait un sujet 2023 où vous devez avoir quelques éléments sur la synthèse, parfois même des calculs de rendement, euh, mais il n'y a qu'une petite partie, hein, sur la synthèse. Je referai un point façon sur le compte TikTok, je vous referai une vidéo avec tous les chapitres de façon explicite qu'il y a en physique-chimie. D'accord? Quels sont les sujets de physique-chimie les plus susceptibles de tomber? Donc là, Sofiane, il ne faudra surtout pas que tu loupes le webinaire physique-chimie où on va aborder ces notions en détail. D'accord? Tac, tac, tac. Est-ce que vous avez des sujets de physique-chimie qui ont un rapport avec l'aviation? Tac, 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 tac. De mémoire, euh, je pense à un, mais je ne sais plus de quelle année il date, où il y avait un avion. Bon, c'est pas vraiment de l'aviation, hein, c'était plus une chute libre à partir d'un avion. Mais, euh, mais faites-moi un message pour ceux qui ont des questions plus spécifiques, qui veulent des exos. On prendra le temps avec l'équipe de vous trouver quelques ressources. Pour discuter pour le grand oral, pour ceux qui veulent discuter spécifiquement avec nous, il faudra vous connecter au webinaire en fait sur le grand oral. Pour ceux qui sont inscrits à ce webinaire, on vous posera des questions, on vous demandera peut-être de nous envoyer vos sujets avant pour que on ait le temps de regarder et on vous fera un retour directement sur le webinaire. Ok, si on commence dès aujourd'hui, on a bien le temps de tout revoir en maths et en physique-chimie avant le bac. Alors, oui, voilà, si tu appliques bien les méthodes qu'on a vues, voilà, tu devrais t'en sortir relativement bien, mais il faut être vraiment très, très organisé. Et si en plus tu es inscrit ou inscrite au Master Bac, alors là t'as aucun souci, t'as aucun souci à te faire. Comment rejoindre le groupe WhatsApp? Alors, pour rejoindre le groupe WhatsApp, il faut que tu nous fasses un message directement. Avant, j'avais mis le lien, mais je crois on l'a pas remis parce on est en train de refaire du coup tous nos liens. On n'a plus de Linktree. Donc, fais-moi un message directement par mail, sur TikTok, ce que tu veux, pour qu'on puisse du coup, euh, pour qu'on puisse s'intégrer au groupe WhatsApp. Ok, est-ce que c'est possible d'avoir un programme pour l'aspect physique pour l'organisation? Alors oui, du coup, on va mettre en place un programme qu'on va vous envoyer. Ok, il y a Teresa du coup qui est de mon équipe qui a mis le lien du groupe WhatsApp. Donc vous pouvez déjà prendre le lien qu'elle vient de mettre du coup pour rejoindre le groupe. Les autres webinaires, ils seront gratuits. Alors il y en aura un en plus qui sera gratuit, les autres seront payants du coup, mais pour ceux qui ont assisté à ce premier webinaire, vous avez du bol, donc vous aurez un code promo spécifique en fait, où vous pourrez assister gratuitement au webinaire. Donc je parle bien de ceux qui se sont inscrits, hein.
qui sont allés sur le site, qui se sont inscrits. Pour ceux qui sont venus et qui se sont pas inscrits, vous malheureusement, vous n'aurez pas le lien. Vous avez pu participer au moins au webinaire. Mais pour tous ceux qui se sont inscrits, on vous enverra un code promo spécifique en fait. Et chaque fois qu'il y aura un webinaire payant pour vous inscrire, bah, il suffira d'aller sur le site, de mettre votre code promo et ce sera gratuit pour vous. Donc c'est quoi le Master Bac? Donc le Master Bac, je vais terminer par là, vu que je ne vois pas d'autres questions. Le Master Bac, en fait, c'est un programme de révision intensive de 7 jours qui a lieu du 2 au 9 juin 2024, où en fait on a des sessions de correction de bac de 4 heures. Donc on a 3 sessions de correction du bac de 4 heures. On a 2 bacs blancs en conditions réelles, c'est-à-dire qu'on a concocté pour vous des sujets par rapport aux chapitres les plus probables qui sont susceptibles de tomber, du coup, sur ces bacs blancs-là. Comme ça, vous avez nos prévisions, voilà, et vous allez travailler sur les sujets les plus susceptibles de tomber. Donc vous serez en visioconférence, hein, vous serez en train de travailler du coup avec nous, enfin, vous serez en live pendant 4 heures en train de traiter les sujets, vous allez nous envoyer vos copies, on va les corriger intégralement, on vous fera des retours, on vous enverra des corrigés. Ensuite, vous aurez 7 quiz sur les 7 jours, donc du 2 au 9 juin, qui vont vous permettre de réaliser l'intégralité du programme de spé, que ce soit en maths ou en physique-chimie. Et après, vous aurez des permanences. Donc, vous aurez 2 permanences qui sont inclus dans le Master Bac. Les permanences, c'est quoi? C'est des créneaux où moi, je suis connecté sur Zoom pendant 1 heure et où, en fait, vous pouvez venir pour poser n'importe quelle question que vous avez. Donc, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez vous connecter, voilà, quand même pour voir les questions qu'ont les autres élèves. Et en plus, du coup, exceptionnellement, pour le Master Bac, pour ceux qui sont inscrits avant le 15 mai, vous aurez en plus accès aux 2 permanences qu'on va organiser. Alors, je crois que c'est les 17 et 18 juin. C'est 2 jours avant le bac, en fait, on aura des permanences de 3 heures où je serai connecté vraiment pour ceux qui ont des dernières questions, pour ceux qui stressent, qui veulent voilà, avoir des dernières astuces. Bon, voilà, pour toute question que vous avez, vous aurez accès à ces 2 permanences complètement gratuitement. D'accord? Et donc voilà, évidemment, vous aurez un groupe hein, où vous pourrez discuter entre vous et avec nous pour le Master Bac spécifiquement. Donc voilà, oui, je suis désolé, niveau timing, ça tombe pas forcément sur les bons plannings de tout le monde, mais on voulait pas non plus trop éloigné en fait. On voulait vraiment le faire pour vous laisser à peu près une semaine, surtout qu'après vous êtes encore en cours, etc. quoi. Donc voilà pour aujourd'hui, c'est tout. Alors, juste un instant. Oui. Une question sur quoi? Ok, excusez-moi. Tac. Ah oui, ok, dernière question. Pendant les 7 jours, c'est combien de temps par jour? Alors, du coup, c'est 4 heures environ en semaine. D'accord? Donc, en gros, en fonction de si tu prends maths ou physique-chimie, tu auras 3 séminaires de correction. Pour les maths, ce sera lundi, mercredi, vendredi. Donc, tu auras 4 heures de visio, en fait, où tu seras connecté, où on sera en train de corriger un sujet du bac. Ensuite, tu auras 2 jours où ce sera 2 bacs blancs. Donc, tu seras connecté pendant 4 heures, en fait, pour faire 2 bacs blancs. Et après, le reste du temps, ce sera du travail personnel. On vous donnera un peu de travail personnel à faire. Notamment, tu auras les quiz à faire le samedi. Et le dimanche, bah, c'est le temps où nous, on vous enverra les copies, etc. Mais vous aurez aussi un quiz le dimanche et un quiz le samedi. Ça, c'est pour les maths. Pour physique-chimie, c'est un peu décalé. C'est-à-dire que les visios, ce sera plutôt mardi, jeudi et puis samedi. Et puis les bacs blancs, ce ne sera pas avec moi. Hein. Vous serez en bac blanc avec un examinateur parce que moi, je suis trop gentil. Du coup, vous aurez un examinateur ou une examinatrice. Donc, je vais choisir du coup qui sera votre examinateur, qui sera avec vous. Du coup, pour vous donner les consignes de sujet, vous serez vraiment comme le jour du vrai bac, en train de bosser. Voilà, au bout de 4 heures, ça va s'arrêter. Vous aurez 10 minutes pour prendre en photo ou scanner, envoyer vos copies. Quoi. Donc voilà, tac, tac, tac. Oui, si tu fais les deux, tu auras le temps. En fait, on va... alors d'ailleurs, en fait, bah, tu auras un peu plus de travail, du coup, tu auras un peu plus de travail certains jours. Mais en fait, tu auras un jour où tu devras faire en fait un sujet de bac blanc, tac, 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 en plus. Alors...
peut-être que je ne sais plus exactement comment on a fait le programme, mais je crois peut-être qu'il y a, alors pour la physique, c'est peut-être le week-end, hein. En fait, je crois que le samedi et le dimanche, enfin, si le samedi, si tu prends par exemple maths, en fait, le samedi, dimanche, t'as pas, enfin, t'as rien à faire en maths. Donc sur ces créneaux-là, en fait, tu devras travailler en physique. D'accord? Il y a un jour, je pense, où tu devras travailler toute la journée. Je crois qu'il y a un jour où tu as les deux. Mais sinon, c'est réparti plutôt samedi, dimanche, on va dire, pour la physique-chimie. Et tu as 2 jours supplémentaires, 3 jours supplémentaires de travail dans la semaine. Ok, ça c'est vraiment pour ceux qui prennent les deux. C'est vrai que c'est assez chargé pour vous, en fait. Pas forcément. Voilà. Mais après, on n'a pas voulu le mettre en fait la semaine avant le bac parce qu'on s'est dit que bon voilà, vous prendre une semaine juste avant le bac, c'était quand même un peu lourd. Donc on a préféré tout mettre 2 semaines avant. Forcément, vous devrez tout donner, vous devrez travailler à fond. Mais voilà, de toute façon, vous aurez le programme détaillé et vous ne serez peut-être pas dans les mêmes classes. Il y aura sûrement 2 ou 3 classes en fonction en fait des inscriptions qu'on a. Il y en a peut-être voilà, qui décideront de faire le bac blanc le mardi. Il y en a qui vont peut-être vouloir faire le samedi alors qu'ils n'ont rien. Ok, voilà. Et du coup, je ne vous retiens pas plus de temps. Merci à tous d'avoir été là. Si vous avez des questions supplémentaires, écrivez-nous directement. Et sinon, nous, on se retrouve dimanche prochain pour le prochain webinaire. Et du coup, on vous mettra les infos, on vous enverra des mails avec vos surprises, avec vos cadeaux. Voilà, j'espère que c'était riche pour vous. On vous enverra. On n'a pas encore décidé, Inda. On vous dira par mail, il faut qu'on fasse le feedback avec l'équipe. On vous enverra sûrement un petit questionnaire pour que vous puissiez nous dire comment vous avez trouvé ce webinaire-là, qu'est-ce que vous voulez même aborder en fait au prochain webinaire. On vous posera la question directement. Et voilà, passez une excellente après-midi. Voilà, c'était un réel plaisir de pouvoir vous présenter ce webinaire. J'espère que ça vous aura aidé. Excellent après-midi. Salut à tout le monde. Salut Nesrine. Salut Inda. Salut Eyman. Salut à tous. Salut Cuvier. Excellente journée. Salut.